tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Josée, désormais conseillère d'orientation, qui nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Découvrons son parcours. Bonjour Marie-Josée, Bonjour Tiffaine, comment vas-tu? ça va très bien. Bon, alors aujourd'hui, on va échanger sur ton parcours et ta reconversion. Donc pour commencer, j'aimerais savoir si tu pouvais nous dire qui tu es. Oui, alors déjà je m'appelle Marie-Josée Voisine, actuellement je suis conseillère en orientation scolaire, mais ce n'a pas été le métier que j'ai exercé toute ma vie, puisque mon premier métier c'est ingénieur informatique et plus précisément l'informatique de gestion. J'ai eu mon diplôme en 1984, donc ça Mhm. remonte il y a quelques années. Et j'ai exercé dans l'informatique pendant une trentaine d'années à différents postes, et à différents lieux géographiques. D'accord. Alors explique-moi un petit peu comment tu en es venue déjà à l'informatique dans un premier temps et puis après à te reconvertir. Alors, à l'informatique, j'irais peut-être un peu par hasard, puisque au départ, après le bac, j'avais plutôt choisi un cursus en gestion, puisque j'avais fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, avec une option finance comptabilité. Et en cours de la deuxième année d'IUT, en fait, il y avait sur le campus où j'étais, donc à Clermont-Ferrand, il y avait une école d'ingénieurs en informatique de gestion et ils cherchaient à recruter des candidats. À l'époque, il y avait un manque d'ingénieurs. Voilà, j'ai postulé et j'ai été prise. Et puis j'ai démarré en fait un cursus en informatique. D'accord, donc quelles étaient tes missions à ce moment-là? Ah bah, l'émission, ça, c'était mes études. Après, quand j'ai démarré dans le monde professionnel, j'ai intégré une grande boîte américaine à Grenoble et j'étais ingénieur informatique de base. Je travaillais sur la mise en place de logiciels de gestion pour certains services de l'entreprise. Ensuite, j'ai évolué vers des postes de chef de projet, bon, déjà dans cette entreprise-là. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de changer. De Grenoble, je suis arrivée à Châtellerault, à côté de Poitiers, dans un autre groupe, un grand groupe. Et puis, un peu plus d'un an après, je suis arrivée à Angers pour suivre mon conjoint. Et là encore, donc, j'ai fait une autre entreprise où je suis restée quand même là assez longtemps puisque j'ai dû faire 28 ans dans cette entreprise avant de démarrer une reconversion. Donc j'ai travaillé plus comme chef de projet, consultante fonctionnelle sur la mise en place de gros systèmes d'information pour l'entreprise elle-même, pour l'usine elle-même, sur voilà, des ERP que peut-être tu as entendu parler, Oracle Application, entre autres, à la fin. Voilà. D'accord. Et alors, comment tu en es venue à te reconvertir Alors, j'en suis venue à me reconvertir parce que au bout d'un moment, 30 ans dans l'informatique, je commence à en avoir marre. J'avais envie de changement. Bon, il s'est trouvé que l'entreprise aussi, il y a eu des changements et bon, j'ai eu besoin justement de changer. Enfin, les changements me convenaient pas. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Mhm. Donc ça, c'était en 2015. Donc j'ai fait un bilan de compétences que j'ai dû démarrer en avril-mai 2015 jusqu'en septembre 2015.
Et à l'issue de ce bilan de compétences, moi, ce qui était ressorti et qui m'intéressait, c'était les ressources humaines, la formation. Enfin, j'avais envie d'avoir plus de contact humain et c'était ce qui m'apportait le plus. Voilà. Donc, ayant fini mon bilan de compétences en septembre, c'était difficile pour démarrer des cursus, reprendre des études en fait. Et donc là, j'ai fait le choix pendant une année de suivre des cours du soir au CNAM, donc dans le domaine des ressources humaines. Donc j'ai suivi sur un an, donc le soir et le samedi matin, des cours en ressources humaines, en droit du travail, aussi bien en droit en relations individuelles et collectives, et puis un autre module sur la paye. Voilà. Donc D'accord. pendant un an, j'ai fait des cours du soir et ça m'a vraiment plu. Et donc là, j'ai décidé d'aller plus loin et d'avoir un diplôme en ressources humaines. Et c'est à partir de là que, donc, en fait, j'ai demandé à mon employeur un congé individuel de formation Mm. pour partir pendant un an en formation. Donc là, ça a été, je dirais, un peu le parcours du combattant pour Ouais. entreprendre les démarches. Tout d'abord pour le faire accepter par mon employeur. Et puis ensuite, administrativement également, puisque ça demande pas mal de démarches. Et il faut s'y prendre quand même assez longtemps à l'avance. Alors, Je quelle démarche tu as pu faire notamment? Alors, tout d'abord, moi, l'absence, enfin, il faut demander une absence auprès de ton employeur pour partir en formation. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu as l'accord de ton employeur, alors moi, j'ai fait financer ma formation à la fois par mes heures qui étaient sur mon CPF, hein, c'était le DIF à l'époque, plus quelques heures de CPF, plus un financement avec mon OPCO. Mais ça, il faut faire une demande de nombreux mois à l'avance. Et après, tu passes en commission et tu sais si tu es accepté ou pas. Mais pour faire ton dossier, il faut faire une lettre de motivation, il faut expliquer un petit peu tout ce que tu vises en fait, ce que tu souhaites faire pour justement faire cette formation. Donc, il y a tout un dossier administratif et puis après, tout est une question de finances, puisque pendant un congé individuel de formation, c'est ton employeur, enfin ton employeur qui te paye, enfin qui te paye, qui continue de te payer ton salaire, mais il est remboursé par l'OPCO. Donc en fait, quand tu fais ta demande, il faut chiffrer quel est le coût en fait de la formation. Donc ça prend en compte les coûts de la formation, mais également ton salaire Mm. et tous ces éléments-là. Donc étant cadre, ingénieur informatique avec un salaire, je dirais, plutôt élevé, on me disait toujours que j'avais aucune chance d'avoir mon congé individuel de formation parce que ça allait coûter trop cher. Mm. D'autant plus que quand j'ai fait ces démarches-là, donc j'avais déjà aussi un diplôme bac+5 et je souhaitais avoir un diplôme bac+4 en ressources humaines. Donc il y avait ce deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que quand j'ai entrepris ces démarches, j'avais 55 ans. Et on me disait, bon, on ne reprend pas des études à 55 ans, voilà. Donc, tous ces éléments-là, même si on me disait que j'avais peu de chance, bon, moi, ça c'est un peu un trait de mon caractère, je suis assez têtue. Donc, quand j'ai un objectif que je me fixe, ben, j'y vais, je fonce, et puis après, ben, ça passe ou ça ne passe pas. Puis en fait, mon congé individuel a été accepté du premier coup parce que l'autre enfin l'autre élément qu'on me disait souvent, c'est ça va pas être accepté la première fois, il faut passer plusieurs fois en commission, c'est-à-dire attendre un an de plus pour partir en formation. D'accord, et est-ce que tu as été accompagnée ou soutenue dans tes démarches ou tu as vraiment tout fait toute seule? Alors,
Par mon entreprise, absolument pas. Après, j'ai eu la chance d'être restée en contact avec la personne qui avait fait mon bilan de compétences l'année d'avant. Et elle m'a beaucoup aidée sur justement la rédaction de mon dossier, enfin sur ma lettre de motivation. Donc elle m'a donné des conseils et je pense que ces conseils étaient très très bien. Voilà, donc je suis toujours restée en contact avec elle, donc voilà, le contact était bien passé. Mais après, j'avais pris des renseignements auprès de. Alors moi, je dépendais du FONGECIF, donc si j'ai eu des contacts avec le FONGECIF qui me donnaient des renseignements, je suis allée à des réunions d'information et puis j'ai eu des échanges téléphoniques où on me donnait quelques éléments de réponse. Mais après, je dirais que majoritairement, je me suis plutôt débrouillée toute seule. D'accord, OK. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ces démarches de reconversion? Après, bon, c'était plus je dirais mon entreprise qui m'a mis un peu des freins ou des bâtons dans les roues parce que voilà, je pense qu'ils n'ont pas trop apprécié le fait que je souhaite changer de métier et il n'y avait pas vraiment d'écoute au sein de mon entreprise. Mmh. Après, je passe un peu sur les détails, mais mon congé individuel de formation, ils ne me l'avaient pas accepté tout de suite, mais ils étaient à l'encontre du droit du travail en me le refusant. Donc voilà, j'ai fait intervenir les bonnes personnes et du coup, voilà, ils ont accepté ce congé individuel de formation. D'accord, et comment ça t'est perçu par ton entourage, cette envie de te reconvertir? Euh, En fait, je pense que j'étais prise un peu pour une folle parce que, comme, comme je disais, enfin, on se disait oui, t'as un bon travail, tout est entre guillemets. Voilà, j'avais un travail qui payait bien, qui pouvait sembler intéressant, mais bon, moi, enfin, j'en avais fait le tour et puis je me sentais pas bien où j'étais. Après, voilà, c'est toujours aussi difficile de reprendre des études. Moi, quand j'ai repris mes études, ça faisait plus de 30 ans que j'étais sortie du milieu scolaire, hein. Donc, et puis, je me suis retrouvée en cours avec des jeunes qui avaient l'âge de mes enfants, hein. Tous pouvaient être mes enfants, sauf une peut-être, mais voilà, parce qu'on était très peu en reconversion dans la formation que j'avais choisie, on était seulement trois, mais les autres, bon, il y en avait une qui avait 40 ans, une qui avait 30 ans, et puis moi qui avais 55 ans, mais les autres, c'était des jeunes de 21 à 28 ans, qui étaient plutôt dans un cursus normal d'études, puisque la formation que j'ai suivie, c'est un titre professionnel de responsable ressources humaines, donc qui est à l'Université catholique de l'Ouest et qui a un équivalent Master 1, donc un bac plus 4. Donc les jeunes qui étaient dans leur cursus normal, bon, ils sortaient de licence, ils rentraient en Master 1, donc là, c'est pour ça que les plus jeunes avaient 21 ans, quoi. Mmh, d'accord. Donc là, tu as suivi un cursus en ressources humaines, et alors pourquoi, t'être spécialisée après vers le conseiller d'orientation? Et ben en fait, conseiller d'orientation, c'est arrivé un peu par hasard, je dirais, parce qu'au départ, bon, j'ai fait ma formation en ressources humaines et mon objectif était de trouver un poste en ressources humaines. Mais quand on démarre un nouveau métier, je dirais à un certain âge, je reviens quand même sur l'âge, qu'on démarre, bon, moi j'étais prête à repartir au bas de l'échelle, hein, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, mais les entreprises sont assez frileuses. Donc je n'ai pas trouvé de poste en ressources humaines, bien que étant souvent en finale, je dirais, dans les entretiens de recrutement, mais ça n'a pas débouché sur un poste.
Et en fait, j'ai mon CV, comme il était sur plusieurs plateformes, dont l'APEC. C'est via l'APEC que j'ai été contactée par une franchise qui fait de l'orientation scolaire et qui m'a démarché parce qu'ils souhaitaient développer, enfin avoir une antenne sur Angers. Et j'ai démarré dans l'orientation scolaire comme ça, donc en septembre 2018. D'accord. Donc à ce moment-là, tu avais déjà, une préférence pour, travailler auprès des jeunes ou pas forcément? Oui, alors c'est vrai que moi, l'orientation scolaire, bon, mais comme je disais, bon, j'ai des enfants, donc maintenant ils ont 25-28 ans. Moi, j'étais très impliquée dans toute leur, je dirais, cursus scolaire. Donc pendant de nombreuses années, enfin depuis la maternelle, je dirais, jusqu'à terminale de mes enfants, j'étais dans des associations de parents d'élèves. J'ai été présidente d'association de parents d'élèves pendant le collège. Donc, j'étais en contact avec les profs, enfin, j'étais au conseil d'administration, donc avec les chefs d'établissement, les CPE, etc. Donc, ça, c'est un milieu qui m'intéressait vraiment. Donc, quand on m'a proposé ce poste-là de conseiller en orientation scolaire, je m'y suis bien vue. En fait, ça m'a vraiment intéressée. Donc après, j'ai creusé un petit peu et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas. D'accord et alors comment ça s'est passé ces démarrages, en tant que conseillère d'orientation? Alors, tout d'abord, bah, avant de me lancer, j'ai quand même suivi, parce que quand on veut se lancer, bah, là, il fallait être indépendant. Donc, moi, j'étais quand même sur une longue carrière en tant que salarié. Donc, passer à l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire à suivre des formations à Angers, à la Maison de la création et de la transmission d'entreprise. Ils proposent de nombreux ateliers pour justement savoir, je ne sais pas, quel type de structure de société on peut avoir, est-ce qu'il faut être auto-entrepreneur ou pas, voilà. Et j'ai suivi ensuite une formation de 5 jours à la CCI. C'était 5 jours pour entreprendre. Donc là, ça pose un peu le cadre, ça donne les bases pour se lancer. Et après, bah, j'ai créé ma société, donc tout de suite, enfin en octobre 2018, pour démarrer sur mon activité de conseillère en orientation. D'accord, donc finalement, tu as eu, alors pas totalement une double reconversion, mais en tout cas une première reconversion vers les ressources humaines, l'opportunité que tu as saisie de devenir conseillère d'orientation, donc là encore une autre démarche, puisque c'est de l'entrepreneuriat alors que tu venais, du salariat et là j'imagine tu as peut-être été confrontée à d'autres difficultés à ce moment-là ou pas? Ou ça a été? Eh ben, c'est-à-dire que oui, après, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Enfin, voilà, je pensais pas être un jour entrepreneur. Voilà, c'était un peu le fait accompli. Je me suis retrouvée avec cette proposition. Je me suis dit pourquoi pas. Après, il y a toujours un peu des freins parce qu'on se dit est-ce qu'on va réussir ou pas. Après, la crainte, ça peut être le salaire. Voilà, on n'a pas des revenus récurrents. Bon, moi, je dirais, bon, j'étais dans un cas particulier, enfin, je le suis toujours, c'est que ayant été licenciée de mon ancienne entreprise, j'ai droit à Pôle emploi et donc j'ai créé ma société avec un statut de SASU, donc Société par action simplifiée unipersonnelle parce que je travaille toute seule. Donc avec ce type de société, j'ai un statut de salarié. Et par contre, j'ai fait le choix de ne pas me verser de salaire au titre de ma société. Et de ce fait, je peux, je dirais, toucher mon indemnité Pôle emploi jusqu'à la fin de mes droits, en fait. Donc, ça me permet, ou ça m'a permis, mais ça me permet encore, pendant quelques mois encore, de démarrer mon activité d'entrepreneur sur mon activité de conseillère en orientation.
D'accord, OK. Donc là, nouvelle étape, entrepreneuriat, tu es en plein dedans. Ton entourage, là, pareil, comment, ça a été, perçu? Bah, ça là, je pense qu'il y a eu moins de peut-être moins de réticence. Ouais. Voilà, peut-être que l'entrepreneuriat est mieux vu, je ne sais pas. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours facile l'entrepreneuriat. Voilà, on se retrouve un peu tout seul, donc c'est plus ça qui est à gérer. Bon, après, je fais partie d'un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs qui permet, bon, sauf en ce moment en période de confinement où c'est un peu plus dur, mais d'avoir des contacts avec d'autres chefs d'entreprise et bah, d'avoir des conseils, des choses de ce type-là qui, peut-être quand on travaille tout seul, c'est ce qui Mmh. manque le plus. Ouais. Voilà. Et comment tu te sens aujourd'hui, par rapport à ce parcours-là, et à ta reconversion? Alors, moi, je me sens très bien. Ouais. Je suis totalement épanouie dans ce que je fais. Je dirais, je regrette presque de ne pas l'avoir fait 10 ans plus tôt. Voilà, donc bon, je pense que bah, j'apprends tous les jours parce que depuis que je suis entrepreneur, bon, il y a eu d'autres étapes. Bon, tout à l'heure, moi, je disais que j'ai démarré il y a 2 ans et demi avec une franchise, mais l'été dernier, j'ai arrêté avec la franchise pour être totalement indépendant parce que je pense que j'avais besoin de totale liberté. Donc maintenant, je suis vraiment toute seule. Et par contre, je dirais même si je travaille 2 fois plus que quand j'étais salariée, que je gagne 2 fois moins, bah, je suis totalement épanouie. Voilà. Et je suis très contente de pouvoir justement accompagner les jeunes. Voilà, c'est vraiment motivant de pouvoir leur apporter des solutions, de pouvoir échanger avec eux. Voilà, c'est vraiment l'idéal. D'accord. Et si tu avais à refaire ton parcours, si on revenait en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou pas? Bah, comme je disais tout à l'heure, je l'aurais fait, peut-être plus tôt, quoi. D'accord, OK. Peut-être que vers 40 ans où je m'étais déjà posé quelques questions, j'avais envie de changer. Je ne l'avais pas fait parce que peut-être, à l'époque, mes enfants étaient jeunes, donc c'est peut-être plus difficile. Moi, j'ai l'avantage aussi d'avoir fait cette reconversion alors que j'avais plus d'enfants à charge. En tant qu'entrepreneur, ça peut être un plus parce que j'ai pas du tout de contraintes justement par rapport familial. Et bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le métier de conseillère en orientation ou de conseiller en orientation, c'est un travail saisonnier, on va dire, assez Mmh. saisonnier. En ce moment, je suis en plein dans la grosse activité avec l'arrivée de Parcoursup. Et c'est aussi une activité où il faut être disponible plutôt les soirs, les mercredis et les samedis, c'est-à-dire les moments où les jeunes bah, ne sont pas en cours et peuvent venir avec leurs parents te voir à ton cabinet, quoi. Mmh. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier aujourd'hui? Ah bah, ce que j'apprécie, c'est bah, déjà le contact. Voilà, moi, je suis plutôt une femme de contact. J'aime bien les échanges. Et puis d'avoir des jeunes qui peut-être arrivent complètement désespérés ou des parents qui arrivent un peu désespérés. Et puis bah, donner des, des conseils et puis trouver des solutions, je dirais, à leurs problèmes ou alors leur faire découvrir leur voie, la voie pour laquelle ils sont faits. Et puis de voir un petit peu les étoiles dans leurs yeux. Donc là, c'est vraiment épanouissant et puis tu ressors content, quoi, contente. Ce matin, j'avais une famille. Bon, voilà, normalement, les entretiens, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie. On a dû passer presque 2 heures et demie et j'ai pas vu le temps passer, quoi. D'accord. Bon, on sent que tu es passionnée. Voilà. Et alors justement, comment tu te décrirais en termes de personnalité?
En termes de personnalité, bah, moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique. En fait, je pense que bon, souvent les gens ils me disent: «Ah bah, c'est bien, tu as toujours le sourire et tu donnes la pêche». Donc je pense que c'est ce que je transmets aussi, aux jeunes. Mhm. Après, comment je suis? Bon, des fois, je suis un peu têtue, mais bon, quand j'ai une idée, j'essaie d'aller toujours, au bout de mon idée et puis, je ne lâche jamais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, se fixer des objectifs et puis, foncer et puis après, être satisfaite du travail qui a été fait. D'accord. Et en termes de poursuite, est-ce que tu envisages, l'avenir? Justement, tu parlais d'objectifs, quels sont tes objectifs aujourd'hui, dans le temps? Bah, mes objectifs, bah, c'est déjà de continuer sur cette même activité, bah, de développer encore plus mon activité, à savoir bah, avoir plus de clients, hein, puisque c'est quand même l'objectif. Là, j'ai déjà, avec mon nouveau site internet qui est sorti en septembre dernier, et puis toute la com que j'ai faite de façon régulière depuis, j'ai une hausse quand même de clientèle vraiment importante. Et ce qui est aussi, ce que je n'attendais pas, c'est que j'ai eu aussi beaucoup de demandes qui sont arrivées via LinkedIn avec des personnes venant de toute la France. Mmh. C'est-à-dire que je suis basée à Angers. Au départ, ma cible, c'était plutôt la clientèle angevine ou les environs, le Maine-et-Loire, hein. Mais en fait, j'ai eu des clients là en fin 2020, deuxième semestre 2020 et depuis le début de l'année, de Paris, de Rouen, de Montpellier, de Nantes, de Montluçon, qui est ma ville d'origine. Mmh. Et puis, j'ai même eu cette année, enfin de fin 2020, deux clients à Munich. Mmh. Et bon, l'année dernière, j'avais eu une cliente en Bolivie. Voilà. Donc j'ai étendu mon périmètre. Donc je n'ai plus de zone géographique. Ça peut être toute la France, l'étranger, puisque en fait, je peux faire mes accompagnements en visioconférence Mmh. par Zoom, Skype ou tout autre moyen. D'accord, donc tu as adapté ta pratique et ça t'a ouvert de toute façon, d'autres portes, d'autres possibilités? Oui, c'est ça. En fait, c'est le confinement. Bah, avec le confinement, j'ai développé aussi des accompagnements à distance avec des jeunes avec lesquels j'avais commencé en présentiel. Mais bon, comme on était confinés, ben, on a continué en visioconférence. Et de ce fait, j'ai pu aussi faire de la visioconférence avec des clients qui n'étaient pas dans ma zone géographique. Donc, d'où après aussi bah, l'augmentation potentielle du chiffre d'affaires. Tout à fait. Bon et si, tu avais un ou plusieurs conseils à donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir, qu'est-ce que ce serait pour toi? Alors des conseils, bah, déjà j'en donne beaucoup parce que je suis souvent sollicitée par des personnes qui voient mon parcours un peu en regardant mon profil professionnel. Bon, je pense qu'il faut bien se renseigner, il faut savoir où on va, connaître les avantages et les inconvénients. Il y a peu de temps, justement, j'ai changé. Bah, c'est une prof qui voulait se reconvertir, mais bon, je trouvais qu'elle s'était pas suffisamment renseignée parce qu'elle s'attendait, je dirais, à avoir rapidement des revenus corrects pour vivre. Bon, je pense qu'il faut savoir que pour se faire aussi une clientèle, enfin en tout cas dans mon domaine d'activité, cela prend un certain temps. C'est pas parce qu'on démarre qu'on va avoir plein de clients. Donc ça se construit, c'est-à-dire qu'après il y a le bouche à oreille qui fonctionne aussi, mais il faut bien 2 bonnes années avant de pouvoir se faire une clientèle. Donc il faut connaître tout cela avant de se lancer en tant qu'entrepreneur. Bon, je donne l'exemple de mon cas, mais je pense que dans d'autres secteurs d'activité, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la même chose. Il faut Mmh. d'abord se faire connaître pour pouvoir ensuite avoir des clients. Donc sachant que conseillère d'orientation, en effet, toi, tu as fait le choix de te mettre en tant qu'entrepreneur, mais certains exercent dans des centres, d'orientation. Mmh.
Oui, c'est ça. Après, tu peux travailler pour l'éducation nationale, mais il faut être psychologue, à mon avis, pour pouvoir prétendre à un poste au sein de l'éducation nationale. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas obligatoire en tant que conseillère privée. Moi, j'ai pas un diplôme de psychologue. D'accord, Même OK. si on est amené à faire un peu de psychologie, hein, parce que quand on a les familles ou les jeunes, bon, faut être un peu psychologue dans l'âme, mais je n'ai pas l'obligation d'avoir ce diplôme-là. D'accord. C'est bien de préciser pour, voilà, s'il y a des personnes qui regardent et qui souhaitent, se reconvertir en tant que conseillère d'orientation, de bien faire en effet la distinction entre les 2. Voilà, c'est ça. Mmh. Très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Marie-Josée, des choses qu'on n'a pas forcément mentionnées, qui seraient importantes de dire? Non, après, bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors moi, par exemple aussi, enfin, simplement pour resituer, moi j'ai fait le choix aussi d'exercer à domicile. Mmh. Donc mon cabinet est installé, dans un bureau, qui est dans ma maison. Donc ça permet aussi d'avoir plus de flexibilité et d'avoir moins de charges, également puisque j'ai pas une boutique ou un bureau en ville, à louer quoi. Donc Mmh. tout est important, voilà. Et puis, je dirais, moi dans mon activité, ce qui est important, c'est de faire vivre, la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, Mmh. c'est vraiment, un petit peu, ce qui peut-être différencie, un conseiller d'un autre, quelqu'un qui va être plus actif, sur les réseaux sociaux, si on montre notre expertise, hein, on va pas sur les réseaux sociaux que pour vendre des prestations, hein, c'est Mmh. plutôt pour expliquer quelle est notre expertise. Mmh. Les gens après ont confiance en nous, et puis ils sont peut-être plus à même de nous appeler quand ils ont un problème d'orientation avec leur enfant. Mmh. Tout à fait. C'est vrai que c'est un point essentiel, quand on est entrepreneur, et ça fait la différence. Voilà, c'est ça. Très bien. Ben merci beaucoup, Marie-Josée pour, ton témoignage, et puis, beh, je te souhaite une bonne fin de journée. Eh ben, merci Tiffaine et puis au plaisir et puis bon bah ravie d'avoir pu partager mon expérience. À bientôt. À bientôt.